Rebonsoir. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont participé à cette enquête inédite en Algérie. Inédite par son ampleur. Nous avons déjà réalisé une enquête similaire il y a 2 ans et demi, mais qui était un peu plus technique qu'organisationnelle. Donc je remercie encore une fois nos partenaires. Le premier, c'est Algeria Digital Trend, qui est présent parmi nous, Khaled Jebloun, qui est en fait le cabinet qui a participé à la mise en place du sondage et à la mise en forme du baromètre. Je remercie évidemment notre sponsor, Rapid7, qui nous a fait confiance il y a déjà plusieurs mois, fait confiance cette thématique, fait confiance l'enquête elle-même, et qui nous a également beaucoup supporté, parce que je suis quelqu'un de très embêtant et très exigeant. Et puis évidemment, c'est une enquête assez particulière, vous allez le voir, qui dit beaucoup de vérités, qui sont souvent pas faciles, mais on est parti du principe vital, important, qu'il fallait qu'on ait une photo réelle, une photo réaliste, une photo de nous, en Algérie, sur l'état de la cybersécurité de notre pays. Il n'est pas question pour moi aujourd'hui de comparer l'Algérie par rapport à d'autres pays. Nous avons nos spécificités, nous avons nos problématiques, nous avons notre vitesse également d'évolution dans le domaine de la cybersécurité, mais vous verrez, il y a des chiffres également étonnants sur lesquels nous pouvons être fiers, que je vais vous présenter évidemment tout au long de cette étude. Très rapidement, profil des répondants, 82% d'hommes, pas de sifflet s'il vous plaît les femmes, hein. 18% de femmes, mais bon, ça représente très clairement le secteur de l'IT, où malheureusement il y a peu d'acteurs féminins, donc j'encourage toute la gente féminine à aller vers la cybersécurité. On a besoin de cette touche féminine. Voilà, vous avez à peu près la représentation. Cette enquête également était importante par sa représentativité régionale. Il n'est pas question pour nous, et c'est le travail qu'on a fait avec Khaled Jebloun, de focaliser l'attention sur Alger. Alger n'est pas l'Algérie, donc on a fait une enquête qui pose ces questions-là à l'intégralité des wilayas algériennes. Vous avez quelques chiffres clés sur la concentration des réponses. Bien évidemment, le nord étant beaucoup plus équipé en sièges sociaux, des entreprises publiques, des administrations centralisées, des institutions, etc. Forcément, le nord est un peu plus représenté. Les différents métiers des personnes qui ont répondu, les DSI, les responsables chargés de la sécurité, mais également des chefs de projet, des ingénieurs, des techniciens. En tout cas, on a voulu que ce soit une photo représentative à la fois de ce qui est mis en place dans les entreprises, mais également du sentiment dans l'entreprise, dans la DSI, quel est le sentiment du technicien et du DSI de la cybersécurité de son entreprise. C'est un élément fondamental en cybersécurité de faire la différence entre le sentiment d'être cybersécurisé et la réalité d'être cybersécurisé. Nous avons également souhaité avoir des tailles d'entreprises et des types d'organismes qui soient également représentatifs. Vous avez derrière moi les entreprises qui ont été sondées, des grandes entreprises, des grandes administrations, des entreprises publiques, des entreprises privées, des ministères, mais également des petites entreprises qui également font le tissu économique du pays. Les secteurs d'activité, bien entendu, ont tous été traités, de l'informatique jusqu'aux fonctions publiques ont été adressés par rapport à cette enquête. Les départements informatiques. On a posé une question, avez-vous un département informatique? Voici les réponses. 75% ont répondu oui, donc nous sommes en face d'entreprises matures en matière d'organisation informatique. Plus des 3/4 des entreprises ont une structure informatique. Ensuite, on a essayé d'aller un peu plus dans le détail, où nous avons la représentativité chiffrée de ces organisations informatiques. Ça va de supérieur à 15%, avec 50 sociétés qui ont répondu, jusqu'à des entreprises un peu plus petites, soit qui n'ont pas de département, 19%, ou qui ont des départements plutôt de taille moyenne. On a posé également la question, qui est en charge de la sécurité informatique?
Ce qui est très important, et on va s'arrêter sur cette question-là, et vous allez voir que c'est le fil conducteur de ce baromètre. La population qui a répondu est une population, encore une fois, qui est assez large. On va du technicien jusqu'au DSI, et l'objectif, c'est de poser la question au DSI, évidemment, qui est à la tête du département, donc qui va répondre oui, jusqu'au technicien qui va peut-être pas savoir, et on va le voir dans l'enquête, qu'il y a une fonction sécurité qui est représentée. Lorsqu'on sensibilise une entreprise en matière de cybersécurité, il est extrêmement important de sensibiliser évidemment l'ensemble des utilisateurs finaux, mais également la DSI, et souvent, la DSI est oubliée en matière de sensibilisation à la sécurité. Vous voyez les chiffres, plus de 33% des répondants ont une fonction sécurité dans l'entreprise, donc un tiers, ce qui est un chiffre encore une fois important par rapport à l'enquête qu'on a menée il y a 2 ans et demi maintenant. Autre chose, type d'incident de sécurité vécu par les sondés en 2017. On est dans le vif. Concrètement, est-ce que les entreprises algériennes ont été attaquées? Est-ce que les entreprises algériennes et les institutions ont été victimes de cyberattaques? Est-ce que les entreprises algériennes ont le sentiment d'avoir été cyberattaquées ou ont le sentiment au contraire d'avoir toutes les mesures de sécurité qui leur permettent d'être étanches? Les réponses également sont intéressantes puisque nous avons un certain nombre de chiffres intéressants qu'on peut grouper, notamment en matière de vandalisme et de vol de données. Il y aura une thématique demain sur ce sujet-là, une table ronde assez forte sur le vol de données et la localisation de la donnée. Et on peut dire aujourd'hui que 6% uniquement des entreprises sont concernées, en tout cas par rapport à notre sondage. Ce qui est très surprenant, c'est aucun de ces incidents. Nous avons 32% des entreprises et administrations qui déclarent ne pas être victimes de cyberattaques, ou ne pas avoir été victimes de cyberattaques. C'est un chiffre qui mérite d'être creusé, encore une fois, pour mettre en opposition le sentiment d'être sécurisé. Donc je n'ai pas reçu d'attaque parce que je considère que j'ai tous les moyens informatiques et sécurité pour repousser les attaques, ou au contraire, j'ai été victime d'une attaque mais je ne suis pas au courant. Il y a un... Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais un dicton ou dans notre jargon qui dit, en fait, il y avait un grand patron d'un grand éditeur de cybersécurité, je ne vais pas le citer parce que c'est une marque qui est présente et ça va faire des jaloux pour les autres partenaires, qui disait en fait, il y a 2 types de clients, je vais résumer et abréger un petit peu sur le sujet, mais il y a 2 types de clients dans le monde. Il y a ceux qui ont été attaqués et ceux qui ne savent pas qu'ils ont été attaqués. Est-ce qu'on est, dans ce cas-là, dans les 32%? Probablement pas pour la totalité, mais une partie, probablement. 32%, c'est un chiffre qui est extrêmement important. Et on le voit dans d'autres questions auxquelles les mêmes personnes qui ont répondu, qui n'ont pas été victimes de cyberattaques, répondent quelques questions plus tard qu'ils n'ont pas les moyens de se sécuriser. Nous avons posé la question importante, quelles sont les conséquences? L'objectif, c'est de mesurer, est-ce que la DSI, et les représentants de la DSI, encore une fois, du technicien jusqu'au DSI, mesurent l'impact d'une cyberattaque vis-à-vis de leur business, vis-à-vis du métier. C'est un chiffre qui est très rassurant. 54% des sondés considèrent qu'une cyberattaque a des conséquences importantes sur leur business. Grosso modo, qu'une panne informatique n'est pas tolérable plus de quelques heures. 25%, donc un quart, considèrent qu'une panne est moyennement dommageable. Donc nous avons quand même plus de 75% des répondants qui déclarent qu'une cyberattaque peut être néfaste pour leur business, qui encore une fois qui est un chiffre intéressant et qui démontre d'une certaine maturité des entreprises et des administrations algériennes vis-à-vis de la nature et des conséquences d'une cyberattaque. Votre organisme dispose-t-il d'une politique de sécurité des systèmes d'information? On le sait très bien, je ne vais rien vous apprendre, vous êtes tous ici des décideurs IT, vous avez pour la plupart des politiques de sécurité, vous avez pour la plupart des équipes sécurité. On est en train d'adresser aujourd'hui les grands comptes algériens, les principaux décideurs IT. Donc nécessairement, dans votre structure, vous avez les organisations qui comptent, mais on sait bien que 99% des problématiques de sécurité ne sont pas des problématiques de mesures de sécurité technique. 99% des problématiques de cybersécurité dans une entreprise sont des problématiques de politique, de procédure, de culture de la cybersécurité. Et cette question était très importante pour comprendre est-ce que la structure qui a été sondée a bien mis cette culture-là
au sein de l'entreprise qu'il ne suffit pas d'acheter un firewall, il ne suffit pas d'acheter un antivirus, il ne suffit pas d'acheter un SIEM, il ne suffit pas de mettre en place des outils techniques pour se prétendre cybersécurité. Il est vital de comprendre que l'objectif principal en matière de cybersécurité, c'est d'intégrer cette culture de la cybersécurité. Et on a eu effectivement des chiffres qui sont assez résonnants, puisque en fait, nous avons une grande majorité qui explique en fait que c'est prévu dans les 3 années à venir, ce qui est encore une fois un chiffre très encourageant pour le pays et pour nos entreprises et administrations algériennes. L'audit de sécurité, c'était une question qui était nécessaire, fondamentale. Nous mettons en place, dans nos pays, dans notre pays, l'Algérie, nous mettons en place des solutions, nous mettons en place des applications métiers, nous mettons en place des systèmes d'information, et on oublie souvent la base. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place un système, il faut le tester, ce système-là. De la manière que lorsque un constructeur automobile sort une nouvelle voiture, première chose qui est faite avant que cette voiture soit homologuée pour être mise sur le marché, elle passe des tests importants, des tests rigoureux. Et si 100% des tests ne sont pas validés par des organes accrédités, la voiture ne peut pas être mise en circulation. Malheureusement, dans nos métiers, la cybersécurité, et l'ensemble des intervenants tout à l'heure ont bien exprimé l'importance de la cybersécurité, qu'elle est à la base de tout renseignement, qu'elle est à la base de toute donnée, qu'elle est à la base en fait de tout business, qu'elle est à la base probablement, et c'est une expression qu'on a souhaité d'ailleurs dans la couverture de l'événement, qu'elle est à la base et une arme de souveraineté nationale. On ne peut pas mettre en place des systèmes, mettre en place des applicatifs sans les tester. Et on voit ici que globalement, nous sommes plutôt bons, mais il y a encore beaucoup de choses à faire puisque nous avons 32% des répondants qui déclarent qu'ils n'ont pas fait des audits et qui ne prévoient pas d'en faire. Donc le chemin reste encore à parcourir pour convaincre ces entreprises et ces administrations que l'audit est une obligation. L'audit de sécurité est une obligation. Une question évidemment qu'on ne pouvait pas passer à côté, nous sommes dans un pays qui avance vite, nous sommes dans un pays où les choses avancent à un rythme effréné depuis quelques mois. Un certain nombre de lois sont en train d'être passées. Le 20 février, vous êtes évidemment tous au courant, la loi sur l'e-commerce a été votée à l'APN. Donc nous allons avoir la chance, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de découvrir en Algérie le commerce électronique de manière massive. Le commerce électronique comme étant un vecteur probant, un vecteur formidable de boost de l'économie algérienne. Évidemment, lorsqu'on parle d'économie numérique, lorsqu'on parle de ce type de sujet, on ne peut pas, en Algérie, être dans une frontière et penser que nous sommes déconnectés du monde. Nous avons eu la chance, il y a quelques semaines, d'avoir un cahier des charges qui est sorti par l'ARPT, qui est représenté ici, sur les obligations, un cahier des charges assez technique, sur quelles sont les obligations des sociétés qui souhaitent mettre en place des data centers en Algérie en matière administrative et en matière technique. Donc c'était important pour nous de poser cette question-là et de mesurer concrètement, est-ce que l'entreprise et l'administration algérienne utilisent aujourd'hui le cloud? Le cloud aujourd'hui, quelques entreprises que je ne citerai pas en ont en Algérie, quelques grandes entreprises ici présentes, pour lesquelles je pense que nous pouvons être fiers, entreprises publiques, ont mis en place des clouds privés à grande échelle, des clouds privés qui adressent des dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc nous avons en Algérie du cloud. La question c'est, est-ce que l'entreprise, dans son ensemble, le pays, est capable, est prêt à faire un pas vers le cloud qui, évidemment, c'est aujourd'hui et c'est demain. On a eu des questions, encore une fois, assez précises, mais on a eu des réponses qui étaient très paradoxales. Oui, avec l'accord de la direction informatique, c'est important, puisque là on parle de Shadow IT. On parle très concrètement de l'utilisation du cloud au sens le plus pur, des outils qu'on utilise tout un chacun à la maison, quelquefois au bureau, Dropbox, Gmail et d'autres fournisseurs de cloud. Mais est-ce que ces utilisateurs utilisent le cloud avec l'approbation de la DSI, donc avec l'approbation
des principes de sécurité ou au contraire, ils le font dans le dos de l'informatique. On le sait tous, lorsque vous avez deux métiers qui veulent collaborer, une direction financière et une direction commerciale, qui souhaitent partager un document, ce n'est pas pour s'échanger des mots de gentillesse, c'est pour travailler, c'est pour du business. Et le business n'attend pas. On a besoin de partager un document aujourd'hui, à 13 heures. Si on n'est pas capable de le faire, on est en train de perdre en productivité, donc indirectement, l'entreprise est en train de perdre de l'argent. Donc, deux solutions. Soit on demande l'avis à la DSI, qui n'est pas prête à aller vers le cloud, l'étude le révèle, ou on a un objectif purement business, il faut que j'avance, je n'ai pas le temps de demander à la DSI qui va me dire non, et j'utilise ce que j'utilise tous les jours, très simplement, je vais sur Internet, je tape ma demande, et j'ai des centaines d'applications qui m'ouvrent les bras pour pouvoir avancer, faire mon business et créer de la valeur dans mon entreprise. Ce qui est très marrant, c'est les 30%. On ne s'y attendait pas, très honnêtement, on ne s'y attendait pas à ce chiffre-là. Nous avons 30% d'entreprises qui ont compris que le cloud était utile dans l'entreprise, mais surtout utile avec l'approbation de la DSI. L'objectif, c'est que la DSI soit au courant des documents, souvent classifiés, souvent des documents importants, critiques, avec l'accord de la DSI. Mais nous avons également 42% des répondants, on est en train de parler encore une fois, je le répète, je le précise, c'est une information importante, à des structures DSI. 42% déclarent qu'ils ne partagent pas de documents sur le cloud. Prenons un sujet très simple. Aujourd'hui, lorsqu'on envoie un mail sur Internet, même si la messagerie est hébergée dans l'entreprise, directement, on utilise le cloud. Votre document est partagé par X serveurs SMTP, X serveurs de messagerie, 10, 2, 100, 1000, je ne sais pas, vont atterrir probablement dans un serveur Gmail, un taux bas, haut, je ne sais pas, en tout cas vont atterrir sur un serveur qui probablement va être dans le cloud. Donc directement, la DSI, sans le savoir, les 42%, utilisent au quotidien le cloud. Donc on va partager des documents sur le cloud sans forcément que la DSI le sache, puisqu'ils ont répondu encore une fois à 42% que le cloud n'est pas leur affaire, c'est un non ferme. Mais nous avons également 17%, et c'est le bas qui blesse, 17% qui déclarent qu'ils utilisent le cloud sans l'accord de la DSI. Il y a beaucoup de chiffres, il suffit d'aller sur Google, vous tapez les chiffres qui existent dans le monde, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'utilisation du cloud, et notamment sur les pratiques du shadow IT. Les principaux fuites d'informations dans une entreprise sont faites par des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle la menace interne. Un utilisateur va partager un document avec un concurrent, un utilisateur quitte l'entreprise pour aller être embauché par une autre entreprise, prend avec lui la base client. C'est toutes ces problématiques-là qu'on est en train de traiter et qu'on va traiter pendant ces 2 jours. On aura la chance, encore une fois, d'avoir une table ronde dédiée à la protection des données avec des experts, des avocats qui vont traiter de cette thématique-là, qui est encore une fois une thématique qui est à la base de la cybersécurité. Votre organisme héberge-t-il des données? Alors vous pourrez me dire c'est la même question qu'avant. Finalement non, c'est 2 questions complètement différentes. L'hébergement de données n'est pas égal cloud. Ça n'a strictement rien à voir. Le cloud est autre chose en matière de valeur, en matière d'architecture, en matière d'évolution, en matière de scalabilité. Et c'était très important pour nous de poser cette question très précise, puisque encore une fois nous sommes en Algérie à un carrefour en matière d'hébergement, en matière de gestion du cloud, en matière de construction de data centers. Nous avons un sponsor qui aura l'occasion demain matin, notre sponsor Platinum, de parler de toutes ces thématiques-là, et notamment du cloud, qui est une thématique fondamentale pour notre sponsor Platinum. Est-ce que votre organisme héberge-t-il des données? Alors on a précisé, site web, d'accord, c'est de la donnée, il y a quand même des données sur le site web, des emails, etc., à l'étranger. 45% des répondants ont répondu oui. Ce n'est pas ce chiffre-là qui est surprenant. C'est le deuxième, c'est le non. 45%, ça veut dire que vous avez en moyenne 500 entreprises. On est à plus de 1000 entreprises qui ont répondu à cette enquête. C'est-à-dire que vous avez à peu près 500 entreprises qui stockent leurs données, email, web, en Algérie. C'est tout simplement impossible techniquement. Nous n'avons pas l'infrastructure aujourd'hui, nous allons l'avoir. Encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs qui se préparent. Il y a eu un cahier des charges
de la RPT qui est sortie, donc les choses vont s'accélérer, les lois sont en train d'être passées, donc le secteur va s'accélérer à vitesse grand V et on sera tous ravis que les choses se mettent en place pour l'économie. Mais ce chiffre-là, il est très significatif. Je reviens à ce que je disais juste avant, le sentiment et la réalité. Nous avons le sentiment d'héberger des données en Algérie alors qu'ils sont hébergés à l'étranger. Le simple fait de passer par un hébergeur qui a un registre de commerce algérien, le sentiment que nous avons, c'est que nous sommes bien et que nous hébergeons nos données en Algérie. Évidemment, s'il suffisait d'avoir un serveur en Algérie pour héberger nos données en Algérie, ça se saurait. Et c'est une des questions fondamentales sur laquelle notre pays va devoir répondre en matière de cybersécurité de nos données. Et je rappelle encore une fois que nous avons une table ronde très bien entourée par des experts et des avocats qui vont parler de ces thématiques-là, qui est encore une fois l'avenir de la cybersécurité dans le monde et en particulier dans notre pays. Troisième question. Je sais que je vous embête, excusez-moi d'avance, vous voulez tous dîner, vous avez faim, et on revient encore une fois sur l'hébergement. Mais encore une fois, l'hébergement est la base de tout. Aujourd'hui, très peu d'entreprises dans le monde, vous prenez les grandes entreprises dans le monde, très peu d'entreprises hébergent leurs données chez eux. La messagerie est devenue une mode en hébergement dans le cloud, chez les principaux fournisseurs de cloud. Les applications métiers deviennent une mode, je ne les citerai pas, il y a un Gartner qui parle de ça. Il y a beaucoup d'acteurs dans le monde où voilà, vous allez héberger vos données critiques. On parle d'applications métiers, on parle de données clients, on parle de données personnelles. Personnelles dans quel sens? Les données de vos employés, les données des familles de vos employés. Lorsque vous faites une paye, vous avez toutes les données de vos employés. Lorsque vous travaillez avec un client, vous avez un certain nombre de données sur votre client, sur vos fournisseurs, les données de l'entreprise importantes, critiques, la comptabilité, les finances, les bilans, etc. Donc on parle de toutes ces données-là. Donc vous avez des entreprises depuis quelques années, depuis 10 ans maintenant, qui ont fait confiance et qui ont fait le pas en disant on va confier ces données-là au cloud. Donc c'était important de revenir encore une fois sur l'hébergement et de se projeter, de dire finalement, est-ce que le problème de nos entreprises et de nos institutions, c'est le cloud étranger? Est-ce que c'est l'hébergement étranger? Est-ce que c'est l'offre actuelle en Algérie? Donc on a posé la question directe, c'est de dire, et encore une fois, nous avons un cahier des charges qui est sorti par la RPT, qui est censé cadrer tout ça. L'acteur économique qui souhaite répondre à ce cahier des charges a 1 an pour se mettre en conformité, pour pouvoir avoir droit à l'autorisation d'héberger des données en Algérie sur ce segment-là. Hébergez vos données chez un hébergeur cloud algérien ayant ses data centers en Algérie. Bon, la réponse ne m'a pas plu, très honnêtement. Parce que là, on est encore une fois dans le sentiment et la réalité. On est encore dans le même problème de dire, est-ce que c'est l'Algérien qui pose problème? Est-ce qu'on n'a pas confiance dans l'hébergeur algérien? Est-ce qu'on n'a pas compris que héberger du cloud en Algérie, ça veut dire que nous avons réellement du cloud localisé en Algérie, ça veut dire qu'il n'y a aucune donnée qui est stockée, qui est échangée, qui est copiée à l'étranger? Probablement qu'il faut creuser cette question-là. Et probablement que la prochaine enquête qu'on va lancer prochainement pour l'édition 2019 va creuser un peu plus ce sujet-là. On aura évidemment une année où un certain nombre de choses vont être mises en place en Algérie et on aura probablement des réponses différentes à condition de savoir réécrire la question pour mieux comprendre ce qui freine aujourd'hui à répondre très franchement à cette question-là. Nous avons 57% des répondants qui disent non, un non ferme. Ces 57%, nous avons la moitié de ces 57%, 49%, qui ont répondu à la question juste avant, oui, nous hébergeons des données à l'étranger. Là, encore une fois, c'est un cas de conscience, il faut qu'on rentre dans le détail, probablement qu'on contacte ces entreprises-là et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui les empêche, c'est quoi le frein de confier des données, et on parle encore une fois d'email, de sites internet. On n'est pas allé, encore une fois, à héberger des applications métiers. On parle d'outils qui devraient être infogérés, qui devraient être exportés chez d'autres partenaires spécialisés dont c'est le métier. Par contre, nous avons une bonne nouvelle quand même. On a 30%, presque 30%, des entreprises et institutions
qui ont été approchés, qui déclarent un oui ferme. Si nous avons demain des data centers qui proposent des offres cloud localisées en Algérie, nous faisons le pas et nous faisons confiance à ces entreprises-là. Sur ces 29%, nous avons 28% des répondants qui déclaraient qu'ils hébergeaient des données à l'étranger. Donc nous sommes en train, et c'est très important de rentrer dans le détail, un tiers des répondants qui disaient que nous hébergeons des données dans le cloud à l'étranger, ces un tiers-là disent, si nous avons la même chose en Algérie, on rapatrie nos données en Algérie. Donc nous avons deux populations. Une population qui a compris le sujet, de l'importance de la localisation et de la protection de la donnée, et une autre population, probablement, sur laquelle il va falloir faire de la sensibilisation et expliquer la différence fondamentale entre avoir ces données à l'étranger et avoir ces données en Algérie. Nous avons la chance, pendant ces 2 jours, d'avoir les services spécialisés qui sont avec nous, de la DGSN, de la gendarmerie, de la cybercriminalité de la gendarmerie, de la cybercriminalité de la DGSN, et je vous invite à échanger avec eux sur qu'est-ce que prévoit la législation. Demain, si vous êtes victime d'une cyberattaque sur un serveur qui est hébergé à l'étranger, quels sont vos recours? Croyez-moi, aucun. 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 Parce que le temps que nos services puissent prendre contact avec les services étrangers, la valeur de la donnée coûtera 0. Donc, échanger avec les représentants, parce qu'encore une fois, c'est une question fondamentale qui sera le fil conducteur de notre événement African Cyber Security Summit. Est-ce que votre organisme a mis en place une stratégie concrète contre la fuite de données? Là, on rentre un peu plus dans les détails, on attaque des entreprises beaucoup plus matures en matière de cybersécurité. Les chiffres nous ont étonnés, mais nous sommes encore une fois dans le vif. Nous avons des entreprises probablement qui n'ont pas compris l'importance de cette question-là, l'importance de mettre en place des stratégies concrètes contre la fuite de données. Très concrètement, cartographier les données, identifier où sont stockées mes données, identifier le contenu de mes données, avoir une photo précise, en temps réel, de l'intégralité de l'information de mon entreprise. Qu'il s'agisse de mes employés, qu'il s'agisse de mes ventes, qu'il s'agisse de mon bilan, qu'il s'agisse de mon marketing, qu'il s'agisse de mes partenaires, je dois être capable d'avoir une photo du type de données, de son contenu, du niveau de criticité et de sa localisation. À partir du moment où j'ai cette photo-là, je suis capable d'appliquer sur cette photo-là des stratégies. Bon, certains diront que c'est de la DLP. Vous avez des partenaires qui sont présents, qui proposent justement ce type de solution indépendamment de la solution elle-même. Je l'expliquais tout à l'heure, l'important, ce n'est pas la mesure de sécurité technique, c'est la compréhension du sujet juste avant et de mettre en place toutes les procédures qui permettent d'identifier ces données et de pouvoir lutter contre la fuite de données. 24% n'ont pas prévu de stratégie concrète contre la fuite de données. 28% néanmoins ont mis en place des stratégies. Il y a 2 ans et demi, beaucoup de personnes ici présentes étaient déjà là et nous avaient déjà fait confiance il y a 2 ans et demi pour le forum SIT qui était à Tlemcen, et certainement qui se rappellent de cette question-là, nous étions à 1%. Il y a 2 ans et demi, la même question avait été posée, nous avons eu 1% d'entreprises qui ont déclaré avoir de la DLP dans leur entreprise. Les entreprises qui avaient mis ça en place, on les comptait sur les doigts. On est bien d'accord qu'on ne parle pas de mesures techniques. On n'est pas encore dans les mesures techniques, on est en train de parler de stratégies liées à la lutte contre la fuite de données. Et puis nous avons surtout de l'espoir, puisque nous avons 19% qui disent que c'est en cours, et nous avons surtout 17% qui prévoient de le mettre en place dans les 3 ans à venir. Donc nous sommes en train, en Algérie, petit à petit, d'aller vers la compréhension très claire de l'importance stratégique de surveiller, de contrôler, de protéger les données de l'entreprise ou de l'administration. J'ai répondu à peu près juste avant, on est dans la protection contre la fuite de données. Est-ce que vous avez identifié, cartographié, classifié vos données? 8, ça rejoint les chiffres qu'on a vus juste avant. Dans les 44%, vous avez des entreprises qui ont mis en place la stratégie, d'autres qui sont en train de la mettre en place. Et nous avons quasiment les mêmes ratios, 24% qui prévoient de le mettre en place dans les 3 ans, mais nous avons encore
ce chiffre-là qui nous fige, et qui me fige personnellement, où nous avons 33% qui ne souhaitent pas le faire, ce n'est pas prévu, ou qui ne savent pas. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de travail, et c'est l'occasion de ces 2 jours pour travailler, étudier, échanger sur l'importance de la protection des données et surtout les risques qu'une entreprise encourt, concrètement pour son business, pour son image de marque, pour sa réputation. S'il y a des données qui ont été perdues, probablement ici présent, vous avez des entreprises ou des administrations qui ont déjà été victimes de fuites de données, avec des conséquences lourdes pour leur business. Quand on dit lourd, c'est des pertes de marché, lourdes en matière de réputation. Et donc je vous invite à partager toutes ces informations-là entre vous pour bien comprendre encore une fois l'importance de la donnée, et c'est ce qu'on va insister, et c'est ce qu'on a demandé à l'intégralité des experts, indépendamment de leur thématique, indépendamment de leurs conférences, indépendamment de leur table ronde, de mettre l'accent toujours en relation avec l'information, avec la donnée. Là, on essaye de comprendre qu'est-ce qui freine aujourd'hui une entreprise ou une administration pour adopter la cybersécurité dans leur organisme. Ça devrait être génétique, la cybersécurité. Ça devrait être génétique. Je prends souvent l'exemple, lorsque je marche dans la rue, lorsque vous marchez dans la rue, et que vous avez une personne qui vous accoste dans la rue, que vous ne connaissez pas, et qui vous pose la question comment tu t'appelles? Où tu étais en vacances? Comment s'appellent tes enfants? Tu peux me montrer une photo de ta maison? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce que vous répondez? Bon, vous dites c'est un fou. Si vous êtes un peu nerveux et que vous n'avez pas dormi, bon, vous pouvez lui décoller une droite. On est d'accord? On a compris? On fait ça, pourtant, sur Internet. On le fait tous les jours. On partage plein de choses sur Internet. On partage nos vie privée. On partage les données d'entreprise, souvent. Pas forcément par mesure agressive, hein, on ne veut pas agresser notre entreprise, mais on le fait de manière très crédule. On pense qu'en partageant des informations sur Internet, rien nous arrivera. On m'a posé la question il y a quelques jours dans un plateau télé sur est-ce que vous avez une page Facebook? Personnellement, Mehdi Zakaria, je n'ai pas de page Facebook. Beaucoup de personnes essaient de me convaincre d'avoir une page Facebook. J'aurai probablement jamais une page Facebook parce que j'ai rien à partager. J'ai rien à partager sur Internet. J'ai une page LinkedIn qui est professionnelle, dans laquelle je poste des articles de temps en temps quand j'ai le temps. Professionnel, ça s'arrête là. Ce que font mes enfants, où je suis parti en vacances, ce que j'aime manger, mon caractère. J'ai même vu une fois une personne qui passait son temps chaque jour à donner son humeur. Aujourd'hui, je suis content. Demain, je suis pas content. Et on a vécu, c'était en 2015, on avait fait une très belle conférence sur le parallèle entre une cyberattaque réelle, c'est-à-dire toutes les étapes qui permettent à un attaquant de pénétrer une entreprise, et on s'est rendu compte très bizarrement que c'était les mêmes étapes qui permettaient à un individu de cambrioler une banque. Si vous regardez, vous prenez un cambrioleur, vous savez, vous prenez le cow-boy, il y a 200 ans, lorsqu'il va pour cambrioler une banque, il essaye de repérer la banque. Il se cache derrière la montagne, essayez d'imaginer le dernier film de Far West que vous avez vu. Et il essaye de repérer, et puis à un moment donné, il constate des choses. Donc il collecte de l'information, essayez de faire le parallèle avec le cyberattaquant, il collecte de l'information, il n'est pas fou, il ne va pas se jeter dans la gueule du loup sans savoir à qui il a affaire et éventuellement s'il y a des failles. Donc il collecte de l'information, toujours le cow-boy, on n'est plus dans le cyberattaquant, hein, toujours le cow-boy. Et donc il collecte de l'information, et puis à un moment donné, il fait l'amalgame. Son objectif, c'est de trouver la faille de la banque, pas de la sécurité, de la banque, pour pouvoir rentrer. Donc la faille, ça peut être deux costauds, imaginez-vous encore, deux costauds avec deux chapeaux de cow-boy, qui surveillent la banque, et puis il y a la ronde.
Donc les deux costauds sortent de leur porte pour aller manger. C'est une faille. Il va constater que la porte n'est pas très solide. Il va constater que le directeur sort tous les jours avec la clé autour de son cou. Mais il n'est pas surveillé, c'est une faille. Donc il va essayer de regarder ces failles-là et puis il va essayer de connecter quelques failles. Parce qu'on peut rarement exploiter un système ou exploiter une banque, attaquer une banque avec une seule faille. On a besoin de plusieurs failles et c'est l'amalgame des failles qui font la vulnérabilité. Donc je rentre dans la banque, j'ai trouvé qu'effectivement, à ce moment-là, les surveillants de la banque sont sortis et le directeur sort à ce moment-là. J'ai deux failles, donc j'ai personne pour m'arrêter et le directeur, bon, malheureusement, il fait 1 mètre de moins que moi, donc je peux lui prendre la clé sans qu'il dise quoi que ce soit et je rentre. Une fois que je suis rentré, toujours le cyberattaquant, on est revenu au cyberattaquant pour ceux qui ont envie de manger. Le cyberattaquant, il fait la même chose. Collecte d'informations, collecte de failles. Ah, il détecte la vulnérabilité, il exploite cette vulnérabilité. Une fois qu'il est rentré, son objectif, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas le SaaS. Le SaaS, il s'en fout, le SaaS. Son objectif, c'est d'étendre ses privilèges. Revenez au cow-boy, son objectif, c'est le coffre-fort. Donc il est au SaaS, donc il doit rentrer. Il va essayer de trouver, encore une fois, comment escalader, comment étendre ses privilèges. Bon, je vais accélérer parce que je pense que vous avez envie de manger. On arrive au coffre. Une fois que j'arrive au coffre, on est toujours, encore une fois, en train de faire la même chose. On est en train de parler d'un cow-boy, il y a 200 ans, pas d'informatique, pas de sécurité, on ne parlait pas de données, on ne parlait pas de tout ça. 200 ans après, 2018, on parle de ça. Pourtant, on a les mêmes réflexes, les mêmes méthodologies qui permettent de cambrioler une banque de manière physique avec des outils classiques, conventionnels, et un cyberattaquant. Une fois que je suis dans le coffre, j'ai volé, il faut que j'efface mes traces. Je suis bon quand même, je ne vais pas me faire attraper, je ne vais pas laisser mon chapeau de cow-boy, je ne vais pas laisser des empreintes, je ne vais pas laisser des indices. Le cyberattaquant, c'est exactement ce qu'il fait. Une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il efface ses traces. Et il sort. Il ne faut pas qu'il soit visible. Le cyberattaquant, de la même manière que le cow-boy ne doit pas être visible dans la banque. Donc on est encore une fois en train de faire le parallèle. Et c'est très important d'en parler pour répondre à cette question-là. Quels sont les principaux obstacles à l'adoption de la sécurité des données? Je vais vous donner mon sentiment et ensuite on va répondre à la question. Mon sentiment, c'est qu'on n'a pas compris, en tout cas beaucoup d'entreprises n'ont pas compris que la culture de la cybersécurité, il fallait enlever cybersécurité en fait. C'est un terme qui est un peu complexe. Il faut revenir à la vie de tous les jours. Tout ce qu'on ne fait pas, ou qu'on fait dans la vie de tous les jours, il faut l'appliquer lorsqu'on parle de cybersécurité. 5 propositions. Complexité de la technologie. Manque de personnel qualifié. Problème de performance. Manque de budget. Manque d'appui de la direction. Vous revenez il y a 200 ans, essayez de regarder le parallèle. Qu'est-ce qui fait qu'une banque physique au Far West, elle est perméable? C'est tout ça. Plus elle est complexe, plus elle a de portes. Une banque, elle a une seule porte d'entrée, une seule porte de sortie. Première chose, si votre système d'information a plusieurs portes, c'est compliqué de le protéger. Manque de personnel qualifié. Si vous avez des agents de sécurité qui vont faire la ronde et votre directeur qui sort, c'est qu'il y a un problème de compétence, il y a un problème de qualification. On n'a pas compris que la sécurité était une question instantanée. C'est une obligation de tous les instants d'être cybersécurisé de la manière qu'une banque, il y a 200 ans, on doit la sécuriser à 100%. Problème de performance. Il y a beaucoup d'éditeurs ici présents qui proposent des solutions et c'est vrai qu'il y a deux termes, deux éléments qui s'opposent toujours. Plus on rajoute de la sécurité, plus on ralentit les performances. Prenez un aéroport, plus vous rajoutez de sécurité, plus vous ralentissez. On prend notre aéroport à Oran ou à Alger, il faut de la sécurité dans un aéroport. Ça ralentit, les queues sont un peu plus longues. Et c'est là où l'agilité d'un aéroport ou d'une banque ou d'un système d'information doit être importante. Je mets de la sécurité tout en faisant pas l'impasse sur la performance. Manque de budget. Une banque physique, si elle n'a pas d'argent, on peut la voler tous les jours.
si on n'est pas capable de mettre une porte solide, de mettre des vrais gardiens bien payés pour qu'ils fassent correctement leur job, si on n'est pas capable de former le directeur de la banque, qu'on ne met pas la clé autour du cou, on aura des problèmes de la manière qu'un système d'information a besoin d'être sécurisé. On a besoin de mettre des budgets dans la sécurité. Il ne faut pas penser qu'on sécurise uniquement avec, Inch'Allah, avec l'Araleb, parce que l'Araleb, croyez-moi, et croyez mon expérience, ici en Algérie, tous les jours, nous avons des remontées d'entreprises qui sont cyberattaquées. Alors, il y a le degré de cyberattaque, vous avez le virus, vous avez une page qui est défacée, vous avez un employé qui a subtilisé une donnée, et vous avez l'entreprise qui s'est écroulée. Une attaque DDoS, il y a un partenaire qui va faire justement une conférence sur la partie DDoS. Donc, le type d'attaque, évidemment, va de la plus faible jusqu'à la plus importante. Mais le manque de budget est un élément qui est fondamental, et on le voit en fait dans les chiffres que nous avons, à part le 2, et je vais revenir tout à l'heure sur le 2, on est globalement sur les mêmes ratios, puisque c'est une question à plusieurs choix. Donc le DSI ou l'informaticien ou le responsable de sécurité qui a répondu à cette question-là n'avait pas qu'un seul choix. Il avait possibilité de mettre plusieurs choix. D'après lui, quels sont les obstacles à l'adoption? Donc il y en a certains qui ont mis les 5, d'autres qui ont mis 2, etc., etc. Et puis évidemment, l'éternel obstacle, le manque d'appui de la direction. Mais ça, mes chers confrères, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de la direction, c'est votre problème. Il faut que vous soyez, je commence à fatiguer, je commence à avoir faim aussi comme vous, il faut que vous soyez capable de convaincre. Mettez-vous à la place de votre direction. Vous venez le voir avec un beau tableau et vous lui dites « j'ai besoin d'acheter de la sécurité ». Il va vous dire pourquoi, ça coûte de l'argent. Il faut le convaincre, il faut le challenger, il vous challenge. Et si au final il vous dit non, et vous répondez manque d'appui de la direction, c'est qu'il y a un problème. Vous devez convaincre votre direction générale que la sécurité est un élément fondamental de la protection de leur réputation, de la protection du business. Le fait de ne pas mettre en place des mesures de sécurité techniques, procédurales, humaines, l'entreprise est en train de perdre en compétitivité, l'entreprise est en train de perdre en business, l'entreprise est en train de perdre de l'argent, très concrètement. Mais ça se prépare, ça s'étudie, ça se présente. Il me reste quelques slides pour ceux qui veulent m'étrangler. Pensez-vous que votre organisme est suffisamment protégé contre toutes les cybermenaces? Nous sommes encore là, et vous avez compris, il y a deux fils majeurs sur cette enquête-là. Il y a le fil de la donnée, qui va nous suivre pendant 2 jours, et il y a le fil du sentiment et de la réalité. Pensez-vous que votre organisme est suffisamment protégé contre toutes les cybermenaces? Alors, on a vous savez, celui qui est sûr de lui, tout de suite, oui, on a 17%. Croyez-moi, il y a 2 ans et demi, pour ceux qui étaient présents, ce chiffre-là, c'était 68%. Donc moi, je suis fier d'avoir un chiffre qui a baissé, parce qu'encore une fois, il y a une notion très importante dans notre domaine à tous, c'est que la sécurité à 100% n'existe pas, qu'on est faillible dans tous les cas de figure. Quel que soit ce qu'on va faire, on est faillible. Et un jour, on se fera attaquer. Il faut juste essayer de ralentir l'attaquant, de lui rendre la tâche difficile, de réduire la surface d'attaque pour qu'il se décourage et qu'il passe, Inch'Allah, à notre voisin. Mais croire que quelqu'un qui est motivé, si c'est un pirate du vendredi, bon, peut-être qu'il ne va pas rentrer, mais croyez-moi, les présents savent de quoi je parle. On est en train de parler des organismes critiques, on est en train de parler des industries essentielles, on est en train de parler des institutions de souveraineté. Ce n'est pas le pirate du vendredi qui s'intéresse à ce type de secteur. On est en train de parler de groupes structurés, financés, souvent affiliés à des États. Et aujourd'hui, c'est de notre République depuis 2009, depuis l'attaque qu'a subi l'Iran, où les APT ont pour la première fois vu le jour. Le nom APT a été posé grâce ou à cause de l'attaque qu'a subi l'Iran, Natanz, usine de production nucléaire. Et ne croyons pas
ne soyons pas naïfs, que nous sommes les plus forts, que vous êtes les plus forts, que nos entreprises, on a tout fait. La sécurité, encore une fois, c'est une question de tous les jours. On se sécurise aujourd'hui, on se resécurise demain, on se sécurise après-demain, on teste et on reprend. La fameuse roue de Deming qui doit évoluer constamment, 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 constamment. Oui, bien protégé. On va faire l'exercice, croyez-moi, pour la prochaine étude, d'aller parler, même si c'est un questionnaire totalement anonyme, donc on n'a pas les entreprises qu'il y a derrière, on a juste les secteurs que je vous ai présentés. On va essayer de parler à cette population-là. Comment? En essayant de détailler, d'expliquer un peu plus cette question-là. Parce que 17% d'entreprises qui pensent qu'ils sont bien protégées, c'est un chiffre qui reste encore trop haut. 30% oui suffisamment, 47% non, 7% ne savent pas qu'ils sont protégés ou pas contre les cyberattaques. Là, nous avons des chiffres qui sont assez spectaculaires, pour lesquels nous avons besoin de creuser. C'est des chiffres qui sont assez hauts. Les éditeurs qui sont présents, les entreprises qui sont présentes me suivront sur cette analyse. Nous avons des chiffres qui sont particulièrement hauts et qui sont inhabituels hauts, puisque l'Algérie n'a pas suffisamment de projets qui puissent expliquer ces réponses-là. Donc là, il y a probablement besoin de pédagogie, il y a probablement besoin de sensibilisation, il y a besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un SOC. Il n'y a pas beaucoup de SOC en Algérie, ça se compte probablement sur les doigts d'une seule main. Pourtant, nous avons eu 15% de répondants qui ont répondu oui. Est-ce que la réponse, pour eux, c'est en réflexion, qu'ils n'ont pas vu, que c'était dans les 3 années? On ne sait pas trop. Mais encore une fois, ce qui est flagrant, ce qui nous interpelle, c'est que nous avons besoin de pédagogie, nous avons besoin de sensibiliser les entreprises et les organismes sur un certain nombre de thématiques, notamment le SOC. Votre organisme a-t-il mis en œuvre une solution de gestion de vulnérabilité? Vous avez tous vécu, le monde a vécu en 2017, les ransomware, WannaCry et le patch qui manquait sur certains systèmes d'exploitation. Et pas ce qui manquait, alors qu'il existait depuis assez longtemps pour les systèmes qui étaient supportés, les entreprises ont été victimes d'une cyberattaque majeure, j'en parlais tout à l'heure dans mon discours d'ouverture. Là, nous avons une évolution qui est assez intéressante par rapport à l'enquête qu'on a fait il y a 2 ans, où en fait, nous avons quand même 32% qui ont mis en place une solution de gestion de vulnérabilité sur l'ensemble du parc. C'est très important cette question-là, pourquoi? Nous avons des entreprises qui vont, et il y en a beaucoup qui sont présentes ici, qui ont compris que la sécurité devait être complète. Revenons à la banque d'il y a 200 ans, je vous laisse juste remémorer le Far West avec le cow-boy. Et la banque, si elle mettait des portes en caoutchouc ou en bois, si elle mettait des épouvantails au lieu d'agents de sécurité, mais qu'elle mettait un coffre-fort blindé, bon, je suis déjà rentré, donc personne ne me voit, je suis à l'intérieur, j'ai mon temps pour essayer de casser le coffre-fort. C'est de ça qu'on parle ici. La sécurité doit être complète. Le fait d'installer une solution de gestion de vulnérabilité sur 100 postes, alors qu'on en a 200, le fait de penser que uniquement certains postes critiques doivent être protégés, c'est une hérésie, c'est une absurdité, c'est une erreur fondamentale. Il suffit qu'un poste soit infecté, il suffit qu'un poste soit faillible pour que l'ensemble du système d'information soit faillible. Il n'y a qu'à regarder encore une fois, depuis presque 10 ans maintenant, les organismes étatiques souverains dans le monde qui ont été attaqués à cause d'un poste qui était vulnérable. Un seul poste chez une secrétaire qui était vulnérable, ils ont été attaqués, espionnés, etc., etc. La mise en place de solutions de cybersécurité, bon, je ne vais pas m'étaler. Ce qui est très important là, c'est les solutions SIEM, les solutions anti-APT. Les solutions SIEM, c'est un des vecteurs d'un SOC. Et là, pareil, nous avons des chiffres qui sont assez surprenants, qui nous interpellent et qui nous amènent encore une fois à aller plus en profondeur dans notre questionnement et dans le questionnement des entreprises. Est-ce que le SIEM, on parle bien de la même chose? Est-ce que le SIEM dans l'entreprise tel qu'il a été perçu par l'enquête, eh bien le SIEM dans le domaine de la cybersécurité? De la même manière, les solutions anti-APT, avoir 19% de personnes qui ont répondu oui, c'est un problème. Anti-APT, peut-être que la question a été interprétée comme antivirus, simplement. Or, là, j'ai un autre problème.
19% seuls qui ont un antivirus, c'est un problème puisque nous avons une question qu'on ne place pas ici, parce que là, vous avez à peu près 30% de l'enquête que je révèle, 70% ne sont pas révélés, ça va faire l'objet d'un rapport qui sera présenté dans une autre conférence. Mais c'est, encore une fois, des réponses qui nous interpellent pour essayer d'être beaucoup plus pédagogues. Qu'est-ce que c'est qu'une APT? Qu'est-ce que c'est qu'une solution anti-APT? Quelle est la différence entre un antivirus traditionnel, un antivirus de nouvelle génération, une solution anti-APT? Qu'est-ce que c'est que le sandboxing? Bref, il faut rentrer plus dans le détail. On a besoin de pédagogie pour répondre. Est-ce que 19% ont bien compris que l'anti-APT était des solutions qui étaient capables d'arrêter des menaces avancées, des menaces inconnues, etc., etc. Ça, c'est une population, mes chers confrères, qui est totalement omise, que vous omettez pour la plupart. Tout à l'heure, on disait la sensibilisation des utilisateurs et on oublie la sensibilisation des administrateurs. Il y a quelques mois, je ne citerai pas évidemment la compagnie, une très grande compagnie que tout le monde connaît a été victime d'une cyberattaque très très dure. Très très dure, ça veut dire prise de contrôle de la moitié du parc, chantage, de l'argent, etc. C'est vraiment très très dur. Et lorsqu'on regarde dans le détail, lorsqu'on fait l'analyse de la cyberattaque, lorsqu'on regarde par quel vecteur cette attaque-là ou cet attaquant-là a pénétré, un poste d'un administrateur. Il n'a pas ciblé le DG, comme beaucoup de personnes pensent, on va cibler le DG. Il n'a pas ciblé un utilisateur lambda, on ne cible plus la secrétaire, on cible directement celui qui a le trousseau de clés. Un cyberattaquant est un feignant. Un cyberattaquant est un feignant. Un cyberattaquant a besoin de faire très peu de bruit, a besoin de se servir de ce qui existe. Donc s'il peut rentrer dans le poste d'un administrateur et avoir l'intégralité des accès, pourquoi il se priverait? Et là, on a des choses qui sont assez surprenantes en matière de chiffres, où nous avons des éléments, en fait, non pas prévus. Le chiffre 8 est très intéressant. C'est-à-dire qu'encore une fois, par rapport à l'enquête qui a été faite il y a 2 ans et demi, on sent une évolution majeure. Le rapport qui sortira dans quelques semaines va comparer les deux rapports. Va comparer le rapport d'il y a 2 ans et demi, le rapport qu'on est en train de faire, pour que vous puissiez voir le gap que notre pays est en train de faire en matière de sécurité. Mais il n'est pas question pour moi aujourd'hui de vous dire « c'est fini, on a tout fait ». Il y a encore un chemin très important à parcourir, un chemin douloureux à parcourir en matière de cybersécurité. Mais moi, ce qui me surprend, c'est le nom. Nous sommes encore dans une problématique de pédagogie. Il n'est pas normal d'avoir 22% des répondants, d'accord, 1/5 des répondants, qui disent « c'est pas prévu ». C'est qu'il y a un problème de compréhension sur le rôle de l'administrateur et surtout sur l'intérêt de l'administrateur pour un cyberattaquant. Nous sommes encore dans les données, nous avons encore des chiffres qui sont choquants, même si encore une fois il y a une évolution majeure, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous pouvons être fiers des réponses, nous pouvons être fiers du niveau de maturité que l'Algérie est en train de prendre en matière de sécurité, mais le chemin encore est encore long, c'est ce fameux non. Ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas ce qui est fait. Mais le non, c'est qu'il n'y a pas de stratégie de sauvegarde. Alors vous imaginez les conséquences. Revenez à 2001, World Trade Center, beaucoup de compagnies ont disparu. Beaucoup de compagnies ont disparu tout simplement parce que leur data center était basé là. Beaucoup de lois américaines sont sorties après 2001. Beaucoup de lois que certaines banques algériennes sont dans l'obligation de respecter. Sarbacane-Oxley, BAL 3 maintenant. 19%, encore une fois, il faut qu'on rentre dans le détail et essayer de faire un peu plus de pédagogie. Plan de continuité d'activité à l'échelle d'entreprise. Il y a un certain nombre de directives de la Banque d'Algérie, du ministère des Finances, qui incitent, obligent les entreprises dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance, à mettre en place des plans de continuité d'activité. Donc le secteur est en train d'évoluer depuis quelques années, mais nous avons encore des chiffres qui sont révélateurs sur ce fameux non. Il faut que je rencontre celui qui met non, que je vois à quoi il pense lorsqu'il met non. Et encore une fois, nous devons probablement faire de la pédagogie pour que ce non-là soit réduit. Pas en oui, on ne sait pas, ou c'est prévu, il faut que je comprenne, je n'ai pas compris la question, etc., etc. Ça, c'est probablement la révélation de l'enquête. L'année dernière, l'IUT, l'organisme international des télécommunications, qui fait chaque année
une photo de 190 pays et quelques sur 5 thématiques majeures en matière sur l'État. Hein. C'est vraiment des études qui sont basées pas sur les entreprises, c'est sur l'État, le gouvernement, sur 5 thématiques juridiques, réglementaires, les événements qui sont faits, enfin en tout cas, le pays, l'État, la politique du pays, qu'est-ce qu'elle fait dans le domaine de la cybersécurité. Donc ça fait des classements. L'année dernière, l'Algérie a gagné plus de 30 places et est passée 67e et est placée surtout dans la catégorie maturité. C'est remarquable. Pourquoi c'est remarquable? Parce que c'est exactement l'analyse que nous avons fait lorsqu'on a travaillé sur l'enquête. Il y a 2 ans et demi, pour ceux qui étaient là, j'étais pas très fier, personnellement, de présenter cette enquête-là parce qu'il s'agit de mon pays. 2 ans et demi après, je suis fier de présenter cette enquête-là puisque nous avançons. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous avançons. L'IUT, 67e place. Notre enquête, les choses avancent. Et puis, ce chiffre-là, très intéressant. Le fait que les budgets augmentent. Le fait que les directions générales commencent à comprendre qu'il faut mettre de l'argent dans la sécurité. Que la sécurité n'était pas qu'une question j'installe un antivirus par-ci, je recrute par-là. C'est un tout. C'est de la formation, c'est des procédures, c'est des spécialistes, il y en a beaucoup pendant 2 jours, c'est de l'expertise, c'est de l'expérience, c'est une culture d'entreprise, la cybersécurité. Mais tout ça pour dire quoi? On avance en matière de budget et nous avons 53% des entreprises qui ont déclaré qu'ils prévoient pour l'année prochaine une augmentation du budget sécurité. Il y a 2 ans et demi, nous étions à 21% qui avaient prévu d'augmenter leur budget l'année d'après. Donc nous avons plus que doublé ce chiffre-là et c'est probablement sur cette touche-là que je vais clôturer en vous indiquant qu'il y a un espoir qui est très palpable où je vous donne rendez-vous dans 1 an pour refaire une image de cette enquête-là. Probablement les questions vont être revues pour essayer d'être encore une fois beaucoup plus pédagogue. Probablement on va avoir beaucoup plus de questions qui vont mettre en opposition le sentiment et la réalité. Est-ce que concrètement, l'entreprise, l'administration algérienne, on parle de réalité, on n'est plus dans le sentiment? Je ne parle uniquement que ce que j'ai, ce que je vois, ce que j'ai mis en place, et pas je suis assis derrière mon bureau et j'espère que je suis sécurisé, donc je déclare que je suis sécurisé. Merci beaucoup pour votre attention.